Président, bonjour à nouveau et je donne immédiatement la parole au bureau du procureur. Monsieur Nimerja, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Nguessan. Bonjour. Oui. Alors nous nous sommes laissés sur la dernière question, et il s'agissait de votre travail en tant que ministre des Droits de l'Homme et du genre de dossiers sur lesquels vous vous étiez penché. Vous avez donné un exemple de la MACA, les prisonniers qui avaient été tués. Dans le cadre de votre travail, donc vous nous avez expliqué qu'au départ, vous aviez mis en place certaines mesures dans les lycées, etc. Est-ce que vous aviez aussi recueilli d'autres violations des droits de l'homme, mis à part celles des policiers dont vous nous avez mentionné avant la pause? Écoutez, un matin, j'ai été réveillé par un de mes informateurs à Dzopé pour m'informer que 2 jeunes gens et leur père ont été enterrés vivants dans un village d'Adzopé. Et l'auteur de cet acte serait un député de la nation. Il a fait creuser un trou. Il a mis les personnes dans ce trou et il a laissé seulement dépasser la tête. J'ai immédiatement appelé le commandant des brigades et je lui ai dit, de la région d'Adzopé, je lui ai dit, c'est un cas flagrant et qu'en pareille circonstance, ce monsieur n'est pas protégé par l'immunité parlementaire, donc de le mettre aux arrêts. Et c'est ce qu'il a fait. L'affaire a pris une certaine tournure parce que ce député était un député du Front populaire ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale d'alors, que je connais bien, a saisi Madame la Première Dame d'alors pour lui dire que voici ce que le ministre des Droits de l'Homme est en train de faire à un député du Front populaire ivoirien. Je m'en suis entretenu au téléphone avec la Première Dame pour lui dire que c'est un cas de flagrant délit qui ne pouvait pas en être autrement. Et que si elle souhaitait qu'il y ait un apaisement, il serait préférable qu'elle-même se rende du moins dans ce village, parce que nous ne pouvons pas admettre qu'un élu de la nation se fasse justice. C'est un cas parmi tant d'autres. Un autre jour, je reçois un appel de Vavois. Vavois, c'est une ville à l'intérieur du pays qui était sous contrôle des forces nouvelles. C'était un commerçant libanais, acheteur de produits, qui s'était fait arracher ses 3 cargaisons par ce qu'on a appelé un chef de guerre. J'ai immédiatement appelé ce chef de guerre et je lui ai dit, tu restitues non seulement les produits, mais je te conseille de faire libérer immédiatement ce Libanais. Donc j'ai eu plusieurs cas comme ça. Je peux vous dire aussi que, en Conseil des ministres, il arrivait que le président Gbagbo, sur des dossiers sensibles, me transmette de manière discrète un document en me disant « Monsieur le ministre, gérez ça avec beaucoup de discrétion parce que cela relève de votre compétence. » C'est l'exemple d'un ministre qui était avec nous au gouvernement, dont le père s'était autorisé à s'approprier les plantations
d'un autre sous prétexte que son fils était ministre. À la fin du Conseil des ministres, j'ai immédiatement interpellé le ministre pour lui dire, écoute, cher collègue, tu gagnerais à dire à ton père de restituer dans les plus brefs délais. Sinon, je vais être contraint de porter l'affaire au niveau du Conseil des ministres pour que ce soit tranché. Donc, il y avait plusieurs cas comme ça qui m'étaient soumis, et soit par des collègues, soit par le président, soit par le Premier ministre. Et je tentais, dans la mesure du possible, de les résoudre. Mais ce qui est certain, c'est que la Côte d'Ivoire ayant traversé cette période, les violations des droits de l'homme étaient régulières, constantes. C'est pour cela que, en 2006, au moment de célébrer la Journée internationale des droits de l'homme, j'ai demandé et obtenu l'autorisation du président de la République et du Premier ministre pour que cette journée soit organisée dans la zone sous contrôle des forces nouvelles, en vue de les sensibiliser au fait que les droits de l'homme sont des droits que nous devons protéger, quelles que soient les circonstances. Je dois dire aussi que, en dehors des rapports que je recevais, j'ai estimé que l'une des grandes missions, quand un pays sort de ce genre de crise, c'est la sensibilisation des populations les plus jeunes. Parce que nous pouvons dire qu'il y a une génération qui est pratiquement perdue pour ce concept, vu toutes les actions qui ont été commises. Mais les plus jeunes, ceux qui sont à l'école primaire, ceux qui sont au collège, les nouvelles recrues dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, ces gens ont besoin d'être sensibilisés. Donc j'ai vraiment établi des programmes spécifiques dans ce sens et j'en suis même arrivé à proposer que les droits de l'homme soient introduits dans les cours déjà à l'école primaire. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer cette mission puisque au mois d'avril, à la faveur de l'accord politique de Ouaga, un nouvel gouvernement a été mis en place et nous n'avons pas pu continuer cette mission. Dit tout à l'heure que 2 individus avaient été abattus à la Maka. Et quand vous faites une communication en Conseil des ministres ou en Conseil des gouvernements sur ce genre de sujet, vous terminez par des recommandations. Et une fois que cette communication est entérinée ou bien adoptée, c'est immédiatement mis en exécution. Y avait-il dans vos travaux des situations où vos recommandations n'avaient pas fait de suite? Il n'y avait pas de suite à vos recommandations? Je ne crois pas. Pouvez-vous nous dire, grosso modo, à quelle fréquence ou le nombre de fois que vous avez eu des entretiens avec le président Gbagbo au sujet de ces dossiers? Au sujet des différents dossiers? D'abord, il y a un autre dossier qui a été très sensible. Je vous avais parlé de déversement des déchets toxiques. Et à cet effet, j'ai souhaité le rencontrer. Il m'a reçu à son domicile. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, il y a 2 prisonniers qui, à mon sens, sont en train de vivre une injustice. Il s'agit des responsables de la firme Trafigura, dont le navire Probo Koala avait déversé sur la ville d'Abidjan les déchets toxiques. Il se trouve que M. Dauphin, PDG de la firme Trafigura, M. Valentini, son directeur général, quand ils ont appris
que le navire avait déversé sur la ville d'Abidjan des déchets toxiques. Ils ont pris leur jet privé avec des médicaments pour venir en Côte d'Ivoire en vue d'aider à soigner les gens qui avaient des symptômes liés à ces déchets toxiques. Et contre toute attente, pendant qu'ils étaient venus de bonne foi, ils sont mis aux arrêts. Et ils se retrouvent à la MACA. En tant que ministre des Droits de l'Homme, je me devais de savoir mais de quoi il s'agit. Et je me suis rendu à la MACA pour leur rendre visite. Pour une visite. Et en fait, qu'ils m'expliquent ce qui s'est passé. C'était la première fois que je l'ai rencontré. Donc après cela, je devais aller à l'Assemblée annuelle des droits de l'homme à Genève. Et je suis allé voir le président pour lui dire, Monsieur le Président, je crois qu'il y a une injustice qui est faite à ces messieurs. Ils n'ont pas leur place en prison. Ceux qui ont leur place en prison, c'est ceux qui n'ont pas été vigilants et qui ont autorisé même ce navire à rentrer dans le port d'Abidjan. Et séance tenante, le président m'a dit, bon, ça tombe très bien, puisque tu vas à Genève, arrivé à Paris, il faudra rendre visite au président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Ce monsieur s'appelait monsieur, du moins il s'appelle, puisque je n'ai pas appris qu'il est décédé, monsieur Patrick Gobert. Et après l'Assemblée annuelle à Genève, je suis revenu sur Paris et j'ai rencontré monsieur Patrick Gobert, qui lui m'a mis en contact avec certaines personnalités de l'Élysée pour qu'on trouve une solution à ce problème. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon compte rendu au président. Monsieur Patrick Gobert est arrivé pratiquement les jours qui suivaient pour rencontrer le président. Et je crois que c'est à partir de là que des négociations ont été entamées pour trouver une solution à cette situation. Je dois dire que personnellement, je n'ai pas aimé ce qui s'est apparenté, à mon avis, à un genre de rançon, puisqu'ils ont été obligés de payer au moins une centaine de milliards de francs CFA avant d'être libérés. Mais par la suite, lors des négociations, je n'étais plus présent. Moi, j'ai fait mon travail qui consistait à les entendre, à en parler au président, à rencontrer monsieur le responsable de l'ICRA pour lui demander quelle solution non forcément judiciaire on pouvait trouver et à rendre compte. La suite, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas comment on en est arrivé à là, mais toujours est-il que j'ai appris qu'il y a des fortes sommes qui ont été payées pour obtenir leur libération. Monsieur Nguessan, tout à l'heure, je vous ai posé une question. J'aimerais juste une clarification là-dessus. Je vous ai demandé si, lorsque vous faisiez des recommandations sur certains dossiers, s'il y avait des situations où il n'y avait pas de suite à vos recommandations. Vous avez répondu « je ne crois pas ». Oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas d'exemple? Je n'ai pas d'exemple de cas qui m'ont été soumis pour lesquels j'ai fait des recommandations et il n'y a pas eu de suite. Oui. Vous indiquez que, et ça c'est au paragraphe 17, le IARN c'est le 0083 0329, donc CIV-OTP 0083, pardon,
0317. 0317. Et vous dites dans ce paragraphe-là que pendant que j'étais ministre, j'ai fait des recommandations. Excuse me, if this come from Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un décalage? C'est cela ce dont il s'agit? Monsieur Limanjo, oui. Le président, non, c'est juste pour savoir. Parce que je pense qu'il faudrait que cela soit énoncé clairement pour le compte-rendu d'audience. Le fait que vous voulez le confronter à ce qui a été dit. Pendant que j'étais ministre, j'ai fait des recommandations au président Gbagbo en ce qui concerne les abus des droits de l'homme, mais il n'y avait pas de suite à mes recommandations et il restait encore une culture d'impunité en Côte d'Ivoire. Bien, j'ai pu dire cela, j'ai pu le dire, mais je dis pour les cas qu'il m'a soumis. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à peu près 3. Pour ces cas, il y a eu des suites. Mais de manière globale, en ce qui concerne les droits de l'homme, quand un ministre propose qu'on mette en place une police des droits de l'homme et qu'il n'y a pas de suite, on peut dire que ce qui peut résoudre de manière substantielle la situation dégradée des droits de l'homme n'a pas été pris en compte. Mais pour les cas spécifiques qu'il m'a soumis, je réponds par l'affirmative, il y a eu des solutions. Mais sinon, la problématique des droits de l'homme, elle est globale. Elle est globale. J'ai recommandé qu'on intègre dans le cursus scolaire de la formation aux droits de l'homme. J'ai obtenu de l'ONUCI certains manuels, mais il n'y a pas eu de suite. Est-ce qu'il pouvait y avoir des suites vu la brièveté de mon séjour au gouvernement? Peut-être que si j'avais eu la possibilité de continuer ma mission pendant 1 ou 2 ans, j'aurais été à même de dire que sur la question de l'enseignement des droits de l'homme, sur la question de la police des droits de l'homme, peut-être que j'aurais eu des suites. Et c'est de ça que je parle quand je dis qu'il n'y a pas eu de suite pour ces dossiers qui sont éminemment importants. Je l'ai dit tantôt, l'objectif, c'est de créer une nouvelle mentalité. Enlever de notre esprit l'impunité et donner des réflexes à nos populations, surtout à nos jeunes. Sur ça, je peux dire que je n'ai pas eu le temps de réussir cette mission. Vous nous avez dit qu'il y avait eu 3 situations dans lesquelles le président Gbagbo vous a remis des dossiers. Vous en avez parlé d'un. Pouvez-vous nous dire très brièvement quels sont les 2 autres Je vous ai parlé du cas de ce ministre dont le père était en train de spolier un pauvre paysan. Je vous ai parlé du cas de paix à son âme, Madame la directrice des cabinets adjoints du président. Et je vous ai parlé du cas de... non, c'est les 2 cas que j'ai en mémoire en ce moment-ci. Mais en tout et pour tout, je ne crois pas qu'il m'ait soumis plus de 3 cas. excuse me, can we move on? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez passer à autre chose? Parce que le procès ne porte pas sur le témoin, c'est au sujet de quelque chose d'autre. Chapitre Monsieur le témoin. Pouvez-vous nous dire, avant votre nomination comme ministre des Droits de l'Homme, est-ce qu'il y avait eu des enquêtes sur les tueries de mars 2004 dont vous nous avez parlé hier et ce matin? Oui, il y a eu des enquêtes. Mais je n'avais pas les rapports au moment de ma nomination. C'est bien plus tard que j'ai eu les rapports. Et ces enquêtes ont eu lieu quand, de mémoire? Je crois que c'est pratiquement 1 mois après les tueries de mars. Quand on regarde les documents, je crois que si on regarde bien les dates,
probablement au mois d'avril ou bien mai que ces enquêtes se sont déroulées. Et brièvement, pouvez-vous nous dire quel était le résultat de ces enquêtes? Ces enquêtes qui ont été menées par une commission mise en place par le Conseil de sécurité de l'ONU ont abouti à ce qu'il y a eu 120 personnes tuées pendant les événements de mars. Mais je vous fais remarquer qu'au niveau du G7, par un système de proximité, nous avons identifié au moins 350 morts dans nos rangs. C'est ce que j'appelle le système de proximité. Le G7, du moins le RHDP, c'est les partis politiques légalement constitués, c'est les responsables des sections dans les quartiers. Donc on a fait des remontées de ces informations et on a mis en place une cellule spéciale au sein du G7 pour faire un rapport circonstancié avec les images, les photos en vue d'une éventuelle réparation des torts. Est-ce que des procès ont eu lieu suite à ces enquêtes? Non. Savez-vous pourquoi? Je vais vous dire que Yes, please. Le président, oui, allez-y. Monsieur le Président, depuis hier, nous sommes sur ce sujet. Le témoin vient de dire qu'il n'a pas participé aux enquêtes. Il a même eu connaissance de ces enquêtes-là bien plus tard. Maintenant, on demande au témoin pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de procès. Je pense que c'est purement son opinion qu'on demande. Ça, c'est mon objection. Maintenant, une observation, Monsieur le Président. Le procureur avait annoncé 7 heures. Nous sommes dans 25 minutes, on sera à ces 7 heures. Nous sommes encore en 2006. Ça veut dire loin des charges. Dans 25 minutes exactement, nous serons à 7 heures d'audition de la part du parquet. Nous sommes encore en 2006. Très, très loin des charges. Je fais cette observation parce que généralement, c'est après la défense qui paye le prix, souvent de ces lenteurs. Excusez-moi du peu. Et donc, je ne veux pas critiquer la manière dont l'accusation mène son interrogatoire, il est libre de le faire, mais plus vite on s'approche des charges, plus mieux on est du but. Je pense que c'est l'objectif pour lequel nous sommes tous ici. Et franchement, je souhaiterais qu'on s'approche un peu plus vite de ce but-là. Monsieur Dermidjian, Monsieur le Président, je m'apprêtais à poser une dernière question sur ce sujet avant de passer à 2010. Je ne sollicite pas d'avis de la part du témoin, je lui demande simplement ce qu'il sait. Le Président, certes, mais je m'associe à la défense sur ce point. Vous êtes sur ce sujet depuis un certain temps. 5 heures et 45 minutes ont déjà été utilisées par vous pour que le compte-rendu soit bien clair. Et je vous le dis, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis, je vous exhorte à passer à autre chose pour aborder la période de référence visée par les charges. Nous ne sommes pas ici pour refaire l'histoire. Je comprends l'importance du contexte, mais je crois que nous disposons de suffisamment de contexte. Veuillez poursuivre. Monsieur Dermidjian, je vous remercie. Monsieur Nguessan, est-ce que vous savez pour quelle raison il n'y avait pas eu de procès suite à ces enquêtes sur les événements de mars 2004? je ne saurais vous répondre parce que il appartient au parquet d'engager les poursuites en pareilles circonstances. Mais vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, pendant des années,
toutes les exactions n'ont pas fait forcément l'objet de procès. Et même quand il y a eu procès, on n'a jamais trouvé de coupables. Je vous ai parlé tantôt du charnier de Yopougon. Les événements de 2004, les événements de mars 2004, novembre 2004, les exactions sur les populations civiles, partout, il n'y a pas eu de procès. Mais par contre, nous nous sommes retrouvés dans des situations où il y a eu des lois d'amnistie qui ont été prises. En son temps, je n'étais pas encore ministre, j'avais écrit pour dire que les amnisties politiques n'ont aucune valeur quand Monsieur le Président, vous voyez, c'était l'objet de mon objection. Parce qu'on finit, comme je l'avais prédit, on finit à ce que le témoin donne son opinion. On finit toujours de la même manière. Le témoin est en train de donner son opinion. Il a commencé par dire qu'il n'était pas aux affaires à cette époque-là, donc il ne saurait l'expliquer. Après, mais c'est vu de la manière dont la question est orientée, on en finit toujours par son opinion. The witness says what he No, did. but he, Monsieur Darmichon, le témoin nous a dit ce qu'il a fait. Et le président, non, il ne s'agit pas d'opinion. Il a simplement dit qu'il n'avait pas eu de procès pour des crimes. Mais là, je vous arrête là. Je vous arrête. Je ne veux pas que vous alliez plus avant. Vous parlez toujours de périodes qui sont très lointaines, qui n'ont rien à voir avec le cadre temporel des charges. Monsieur Darmichon, je vais passer à autre chose, Monsieur le Président. Mais je voudrais juste vous rappeler l'intervention d'hier. Vous comprenez pourquoi nous avons cité ce témoin à la barre. C'est pour parler du plan commun pour établir le président interrompant. Le président interrompant, oui, nous comprenons cela. Je vais vous demander de passer à autre chose maintenant. Alors, Monsieur Nguessan, nous nous transportons en l'an 2010. Nous savons qu'au mois d'août 2010, les élections sont annoncées. Alors, à ce stade-là, vous êtes déjà au sein du RDR depuis 2008. Est-ce bien ça? Oui. D'accord. Alors, le décret qui porte la convocation du collège électoral prévoit les élections pour le 31 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord quelle a été la réaction de l'opposition lorsque ce décret a été adopté annonçant les élections? C'est vrai que l'option, c'est d'aller vite. Mais il y a quelques faits majeurs qu'il est bon de signaler. L'accord politique de Ouaga, qui a permis de réunifier le pays. La signature, du moins la cérémonie de la flamme de la paix à Bouaké. Le démantèlement de la zone de confiance. Tous ces éléments nous ont permis de nous dire que oui, nous allons irrémédiablement vers la paix. La publication de la liste électorale, la prise du décret portant, décret relatif à la convocation en vue de l'élection présidentielle. C'était des éléments positifs. Et au niveau du RHDP, principalement au niveau du RDR, nous étions heureux de savoir qu'après une dizaine d'années de balbutiement, nous allons maintenant rentrer dans la phase effective. Mais il était bon que je vous signale ces cas, accord politique de Ouaga, visant au désarmement, cérémonie de la flamme de la paix, pour montrer qu'on était rentré dans une phase irréversible de normalisation. Merci, Monsieur le témoin. Pouvez-vous nous dire, avant le premier tour des élections, quand débute la campagne électorale? La campagne, de manière officielle et selon les tests, a lieu 2 semaines avant la tenue de l'élection. Donc, mais dans la pratique, les candidats sont en pré-campagne depuis quelques mois. Personnellement, j'ai été désigné directeur régional de campagne du candidat Alassane Ouattara
pour la région du Ifu, qui comprend essentiellement les villes de Mbayakro, Daokro, Wele, Prikro, du moins à peu près 7 à 8 départements. Donc, pratiquement, des mois auparavant, on était sur le terrain. Et cette campagne, il faut le dire, s'est bien déroulée. Nous avons pu sillonner toutes les régions de la Côte d'Ivoire sans être inquiétés. Pouvez-vous nous dire quels étaient les thèmes de la campagne électorale des principaux partis politiques? Vous me posez une colle parce que entre la campagne de cette année et celle de 2010, je me mélange un peu au niveau des... Mais si ça me revient, je vous le donnerai. D'accord. Est-ce que vous aviez suivi la campagne électorale des autres partis politiques en 2010? Oui, bien sûr. Nous avons suivi leur campagne parce que nous avons besoin d'avoir leurs arguments pour pouvoir trouver des contre-arguments sur le terrain. Est-ce que vous aviez reçu de l'information sur ce qui était des intentions du camp présidentiel en ce qui concernait les élections? Écoutez, déjà, avant qu'on rentre en campagne, je me souviens d'un écrit de président Anaki, président du MFA, où il disait en substance qu'il est presque convaincu que le camp en place accepterait difficilement de quitter le pouvoir une fois qu'ils auraient perdu. Et il a demandé à ce que les militants du RHDP se tiennent prêts à envisager cette hypothèse. Et ça, c'est une déclaration qu'on peut retrouver, c'était pratiquement 3 mois avant. Maintenant, je dirais que les élections elles-mêmes, que ce soit pendant la phase des pré-campagnes, la phase des campagnes, les choses se sont très bien déroulées. Très bien déroulées. Il y a eu un deuxième tour rendu obligatoire qui a opposé le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Le jour où ces deux candidats arrivés au second tour se sont retrouvés à la télévision nationale pour faire un débat civilisé, comme on en voit partout ailleurs dans les démocraties modernes, nous étions tous heureux. Nous étions satisfaits. Et pour certains parmi nous, on s'est dit, enfin, on va sortir de la grave crise que nous avons connue. Mais cependant, on était vigilants, puisque des informations nous faisaient état du fait que le camp de M. Gbagbo s'apprêtait à faire un hold-up électoral. On avait des informateurs, des individus qui venaient nous trouver pour nous dire, vous savez, on est en train de îloter tel quartier, on a logé dans telle cité universitaire des personnes de langue anglaise. Apparemment, ce seraient des mercenaires. Donc, on avait toutes ces informations qui nous parvenaient. On est même venu me remettre un jour des billets de banque de la BCA, des billets avariés, troués. Et on m'a dit, ces billets ont été remis à ceux qui sont chargés de perturber la proclamation des résultats. Seulement, on leur a dit, prenez ces billets et si vous arrivez à maintenir M. Gbagbo au pouvoir, vous revenez et vous prendrez ces billets en de bons billets
en contrepartie. Ça, c'est les gens qui nous ont donné ces informations. On a pris ça au sérieux. On a pris cela au sérieux. Alors, que va-t-il se passer? Premier tour de l'élection présidentielle. Deux candidats arrivent en tête. Le président Gbagbo et le président Alassane. Le certificateur de l'ONU, c'est-à-dire le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, certifie les résultats du premier tour. Pas de problème. Deuxième tour, démarrage de la publication des résultats zone par zone. À notre grand étonnement, et cela devant la télévision nationale et devant les chaînes de télévision internationale, un représentant du parti de M. Gbagbo à la commission électorale indépendante vient, arrache les fiches sur lesquelles sont notés les résultats, les déchire, et cela crée le scandale. Ces images sont connues. À partir de cet instant, la commission électorale indépendante a arrêté la publication des résultats. Arrêté. Oui, laissez-moi revenir sur certains détails que vous venez de nous donner. Tout d'abord, vous avez parlé de personnes de langue anglaise, des mercenaires. Est-ce que vous avez eu un peu plus d'informations à propos de qui il s'agissait exactement? On n'avait pas eu plus d'informations. Ce que nous savons, c'est que nos informateurs, et je souhaite qu'on puisse taire le nom de ce principal informateur dont j'ai donné les coordonnées aux membres du bureau du procureur, en vue de vous permettre de l'interroger pour confirmer ou infirmer les informations que je vous avais fournies en son temps. Maintenant, revenons à l'entre-deux tours du scrutin. Comment est-ce que les... Monsieur le Président. Pardon. We do know how to deal. Le Président, nous savons comment traiter ce genre d'informations. I, Le Président, je puis imaginer, enfin je sais, nous savons comment composer avec ce genre d'informations. Eh bien, moi, je ne sais pas du tout comment faire avec ce genre d'informations parce qu'on s'est éloigné du témoignage ou de ce que doit être un témoignage. Nous sommes passés à ce qui ressemblait à des oui-dire, puis nous sommes passés à de vagues bruits qui ne ressemblent même pas à des rumeurs, et on ne sait pas du tout d'où viendraient ces bruits, ces rumeurs, puisqu'on n'est même plus dans le oui-dire. Nous ne sommes plus du tout dans le cadre d'un témoignage. Il faut absolument que le procureur recadre son témoin et, si vous permettez, pose des questions précises. C'est un témoignage, ce n'est pas un endroit où on peut dire tout et n'importe quoi sans apporter le moindre élément pour étayer ce qu'on dit. Voilà mon objection, Monsieur le Président. Your Honors, I think that was... Monsieur Dermidjian, Monsieur le Président, je pense que cette objection est inappropriée en présence du témoin. Le témoin a dit, nous a fait part de ce qu'il a vu. Il a vécu les élections. Mon contradicteur ne devrait pas dire pour autant que ce qui a été dit relève du oui-dire. C'est tout simplement inapproprié. Le témoin était en train de nous dire ce qu'il savait. Le Président, je répète ce que j'ai déjà dit. Nous savons comment traiter et nous savons quelle valeur à donner à ce genre de réponse apportée par le témoin. Je vais vous demander de poursuivre, mais je vous rappelle de vous en tenir aux faits. Parler de son rôle de politique pendant cette période-là et essayer d'obtenir des faits du témoin. Alors, je vous demandais, entre les deux tours du scrutin, est-ce que vous pouvez nous dire comment, dans les thèmes de la campagne électorale de la majorité présidentielle, comment étaient présentées
les partis d'opposition, dont Alassane Ouattara? Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur les propos de Maître Atit et lui dire, c'était très important Monsieur pour le moi. Président. C'est très important parce qu'on ne peut pas traiter un témoin de dire n'importe. Le Président, un instant, je vous prie. Non, vous n'avez pas à réagir à l'intervention de Maître Altit. Je redonne la parole à Maître Altit. Allez-y. So you're on the feet. So J'ai vu que vous vous étiez levé. Parce que j'entendais le témoin et je me suis levé un peu rapidement par rapport à la traduction. Mais enfin, j'allais vous demander de dire au témoin ce que vous venez de dire. Donc, voilà. Oui, monsieur Nguessan, on s'en tiendra à question-réponse. D'accord? Merci. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pourriez répondre à ma question ou voudrez-vous que je répète la question? Si vous pouvez répéter, cela m'irait droit au cœur. D'accord. Alors, entre les deux tours, entre le premier tour et le second tour du scrutin, pouvez-vous nous dire comment les thèmes de la campagne électorale de la majorité présidentielle présentaient les partis d'opposition, dont Alassane Ouattara? Vous savez, il y avait un slogan, c'est en face de la majorité présidentielle, il n'y avait rien. Et il y avait une fameuse chanson qu'on a dû déjà vous passer, c'était, au lieu de présenter un programme, c'était plutôt en face qu'il y avait maïs. Pendant ce temps, et là je me souviens maintenant de ce que le président Alassane Ouattara avait proposé, c'était la solution. La solution à la déchéance de notre société. La solution pour l'éducation. La solution pour l'agriculture. La solution pour une justice équitable. La solution en vue d'éviter l'impunité. La solution pour une industrialisation. C'était les slogans de campagne du candidat Alassane Ouattara. Alors, vous nous avez parlé de l'exemple de ce slogan. Est-ce qu'il y avait d'autres termes qui étaient utilisés vis-à-vis de la personne de M. Ouattara? Non, je n'ai pas en mémoire des expressions qui lui étaient adressées directement. Cependant, dans le camp de la majorité présidentielle d'alors, il y avait un slogan qui disait « On gagne ou on gagne ». Cela veut dire ce que ça veut dire. Quel que soit ce qui se passe, on gagnera. Alors, vous nous avez expliqué un petit peu comment s'est déroulé le décompte des voix du deuxième tour et de l'annonce des résultats. Nous avons vu les images télévisées auxquelles vous avez fait référence, donc je ne les vous remontrerai pas. Alors, cette situation et l'annonce des résultats des élections, comment est-ce que l'opposition dont vous faisiez partie, comment est-ce que ça a été reçu de votre part? Nous avons considéré cela comme étant scandaleux. Que, à la télévision, un individu représentant un candidat plonge sur la table de présentation des résultats pour déchirer les feuilles, c'était du jamais vu. Cela traduisait la mentalité dans laquelle ces représentants du candidat étaient. Maître André. Pour être bref, dire simplement que là, le témoin vient de donner une opinion. Monsieur Nguessan, à l'époque, en tant que porte-parole de Alassane Ouattara, est-ce que vous étiez visible dans les médias? Oui. Est-ce que votre visibilité à l'époque a eu une conséquence quelconque sur votre personne? J'étais connu en tant que porte-parole. Je participais au débat. J'intervenais dans la presse écrite. Je faisais des contributions pour vanter les mérites de mon candidat. Et sur le terrain, j'animais, je fréquentais les différents groupes qui constituaient
du moins nos départementaux pour leur expliquer qu'il fallait se mobiliser pour pouvoir obtenir le maximum de voix pour notre candidat. Donc j'étais très visible sur le terrain, j'étais connu de nos militants et de la même manière j'étais connu de l'opposition. Après l'annonce des résultats des élections, est-ce que le fait que vous étiez un personnage connu a eu des conséquences pour vous? Immédiatement, il n'y a pas eu de conséquences. Mais c'est après que se soit retrouvé dans une forme de bicéphalisme à la tête de l'État que les choses vont commencer par se gâter en Côte d'Ivoire. Le camp de M. Gbagbo proclame avoir gagné les élections. M. Alassane Ouattara, suite à la publication faite par la Commission électorale indépendante et la certification du représentant du secrétaire général de l'ONU dit oui, c'est moi qui ai gagné les élections. Alors on va assister à deux choses. Un côté, une prestation de serment par le président Gbagbo, et puis de l'autre, une prestation de serment par... Mr. Witness, we know that. Le président, monsieur le témoin, nous savons cela. La question était de savoir s'il y a eu des conséquences. Si vous avez subi des conséquences du fait que vous étiez une personnalité publique, est-ce que vous avez subi des conséquences vous-même? Il ne parlait pas du contexte politique que nous connaissons déjà. Et je vous rappellerai de bien vouloir vous abstenir de discours politiques ou de déclarations politiques. Merci, Président. Answer to the question. Thank you. En répondant aux questions, je vous remercie. Ben, je tentais d'expliquer à quel moment j'ai subi les conséquences. J'ai subi les conséquences quand il y a eu la guerre, quand il y a eu les combats. Les deux camps se sont mutuellement attaqués. Et le jour, principalement le 7 avril, le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il faisait un blocus sur le domicile du président Gbagbo et qu'il demandait aux populations de vaquer à leurs occupations. C'était le 7 avril au soir. Le 8 avril au matin, alors que nous avons passé pratiquement une semaine reclus à la maison, sans électricité, je suis sorti de chez moi avec... Oui. Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur Nguessan. Avant d'arriver aux événements du mois d'avril, je voulais savoir pour vous, en tant que représentant d'un parti politique de l'opposition, alors suite aux élections, suite à l'annonce des résultats des élections, est-ce que pour vous, il y a eu certaines conséquences de votre visibilité, de votre rôle en tant que membre d'un parti politique d'opposition? Je ne saisis pas bien votre question quand vous parlez des conséquences. Alors, si nous regardons les mois de décembre, janvier, février, durant cette période, étiez-vous toujours à Abidjan, dans votre maison? Oui, j'étais dans ma maison, mais à partir du mois de février, j'ai déménagé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était la période où les résidences de tous les dignitaires de l'opposition étaient saccagées et pillées. Et j'ai failli recevoir la visite. Du moins, ils sont arrivés à mon ancien domicile pour constater que je n'y étais plus.
parce que j'avais déménagé sans informer qui que ce soit. Et quand vous dites ils sont arrivés, c'était qui? C'est les patriotes qui avaient envahi la ville d'Abidjan, qui pillaient les domiciles. Le ministre Dibi a eu son domicile pillé, le général Bani a eu son domicile pillé, le ministre Mabri Poicreuse a eu son domicile pillé, et je vous dis que c'était la désolation parce que les gens rentraient dans les maisons, ils pillaient les biens et ils s'en allaient. Vous disiez que les patriotes pillaient les domiciles. Vous avez donné le ministre Déby. Pourrez-vous juste nous dire de qui il s'agissait de... Le ministre Dibi était le ministre de l'économie et des finances. Le ministre Mabri était en ce moment ministre du transport. Le général Bani est un général à la retraite. Voici ces 3 cas que je peux vous citer. Je ne parlerai pas des autres dignitaires de l'opposition qui ont vu leur maison systématiquement pillée. Les 3 individus que vous venez de nous mentionner, quelle était leur affiliation politique? Ils étaient tous du RHDP. Vous avez dit que vous ne parlerez pas des autres dignitaires de l'opposition, mais je vous pose quand même la question, quels sont ces autres dignitaires qui ont vu leur maison systématiquement pillée? Je n'ai pas de nom en mémoire et donc je ne peux pas aller plus loin dans mes affirmations. Mais ceux-là, c'est des cas précis qui nous a été donné d'observer. Juste un petit instant. Monsieur le témoin, le RDR avait un bureau dans le quartier de Ouassakara, à Yopougon, n'est-ce pas? Exact. Pouvez-vous nous dire que s'est-il passé là durant la période électorale? Ce bureau a été pillé et certains militants du RDR ont été tués dans ce bureau. Avez-vous une date à l'esprit? Ou un mois? Je pencherai plutôt pour le mois de février, fin janvier, février. Vous nous dites que ce bureau a été pillé. Certains membres du RDR ont été tués. Est-ce que vous avez appris de qui a commis ces actes? Je dois dire que c'était la confusion totale. Chacun cherchait à se protéger au mieux. Donc nous n'avons pas eu le temps de faire les investigations nécessaires au moment de ces faits. Mais ces faits sont réels. La date que vous nous avez donnée, fin janvier, début février, l'information que nous avons, c'est qu'il s'agissait de début du mois de décembre. Est-ce que cela vous semble exact? Je ne peux pas dire plus que ça, puisque je n'étais pas témoin des faits. Cela nous a été rapporté, donc je ne peux pas vous dire que effectivement c'est en décembre ou bien février. Mais les heures les plus chaudes que nous avons connues, c'est le mois de février et mars. Alors, vous venez de nous parler un petit peu de ces pillages et de cette atmosphère durant la période post-électorale. Quelle a été la réaction des autorités ivoiriennes, que ce soit la police ou les militaires, vis-à-vis ce genre d'incident? Les militaires n'ont pas agi. Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Pardon pour cela de vous interrompre. Le témoin vient de dire, sauf erreur de ma part, je n'ai pas été témoin des faits. Pourquoi lui poser la question quelle a été la réaction des policiers s'il n'a pas été témoin des faits? Il n'en sait rien. Il nous a dit qu'il n'était pas témoin des faits vis-à-vis le quartier général du RDR de Ouassakara. Je me suis déplacé sur le sujet maintenant, des pillages des domiciles des opposants. Donc ce n'est plus sur la question du quartier général du RDR à Yopougon. Alors, très bien, j'entends. Pourquoi ne pas lui poser à ce moment-là la question de savoir, pour chaque fait allégué, s'il a été témoin, si ça lui a été rapporté, par qui, et dans ce cas-là, d'où il tient les informations complémentaires que vous lui demandez. Je pense, il me semble que ce serait de bonne politique que de faire cela. D'accord. Excuse me, but Le président. Excusez-moi, maître Altit, il ne s'agit pas de chaque événement. C'est un homme politique. Donc il a d'autres sources d'informations. Ce n'est pas une personne qui doit être présente. Il doit tout simplement nous dire d'où émane l'information. Donc, il s'agit de savoir d'où provient l'information. L'information, nous n'en savons rien. Rien de rien. Monsieur le Président. Moi, j'ai une autre préoccupation. Le témoin avait dit tout à l'heure que il y avait 2 présidents qui s'étaient proclamés comme tels. La question posée par le procureur est de savoir quelle était la réaction des autorités en ce moment-là. Est-ce qu'il peut être un peu plus précis pour savoir de quelle autorité finalement il s'agit? you're right. Vous avez raison. Oui, oui, je l'avais noté moi-même. 3 ministres, mais des ministres qui appartenaient à quel camp? Nous n'en savons rien. Donc je pense que nous nous trouvons dans une situation étrange. Je dis étrange pour rester neutre. Nous devrions toujours savoir exactement de quoi nous parlons. Voilà. Monsieur Nguessan, tout à l'heure, vous nous avez donné 3 exemples. En fait, 4 exemples. Votre demeure, celle de Monsieur Dibi, ministre de l'économie, celle de Monsieur Bani, et il y en avait une 4e, Madame Toiqueuse. Mabri Toiqueuse. D'accord. Alors, pour ces 4 incidents, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez appris de ces incidents? Et par la suite, pouvez-vous nous dire ce que vous savez de ce que les autorités ont fait dans ces cas précis? Nous allons commencer par le cas du ministre Mabri Toiqueuse. Il se trouve que M. Mabri Toiqueuse habitait en ce moment-là non loin de mon domicile, à la Riviera 3. Donc quand les événements se sont produits, après le pillage, je me suis personnellement déplacé pour aller constater qu'il y a eu effectivement pillage. Donc ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, je l'ai constaté. Deuxième cas, le cas du ministre Dibi. Le ministre Dibi... Excuse me. Excusez-moi. Pour ma gouverne personnelle, un ministre de quel gouvernement? Ministre du gouvernement d'union qui était en place au moment où on organisait les élections, l'élection présidentielle. But who was the president? Et qui était le président et le premier ministre à ce moment-là? À cette période, il n'y avait pas de premier ministre. Il y avait seulement des ministres proches de M. Ouattara, dont les maisons ont été pillées. Je voudrais, Monsieur le Président,
vous donner les exemples et peut-être que en revenant sur la chronologie des événements, on comprendra mieux quelle était l'appartenance de ces ministres. Juste pour assister la Cour, alors on parle d'un ministre, vous avez dit du gouvernement, qui sont proches à Ouattara, est-ce que Oui, c'est c'est ça? Oui. D'accord. Donc ce n'est pas le gouvernement qui existait avant les élections. On parle du gouvernement formé par M. Ouattara. Il n'y avait pas encore de gouvernement formé par M. Ouattara. Ok, alors lorsque vous dites ministre, peut-être pour clarifier pour les juges, qu'est-ce qu'on veut dire? Quel est ce poste ministériel? Monsieur le ministre Dibi était le ministre de l'économie et des finances, nommé par le président Gbagbo Laurent. Il était encore ministre. Ce gouvernement n'avait pas encore été dissous. Mais c'est un ministre proche du RHDP. Il en est de même pour le ministre Mabri Touakeuz, qui était proche du RHDP. Le général Bani, je me suis personnellement rendu à son domicile parce qu'il m'a appelé. J'ai des liens de parenté avec lui pour me faire constater que toutes ces médailles et ces grandes décorations qu'il a pu avoir à travers le monde en tant que général ont été pillées. C'est là qu'il va me donner une information capitale. Il me dit ceci: j'ai appelé le président Gbagbo pour lui demander de m'envoyer du secours pour que l'on ne pille pas ma maison. Le président Gbagbo lui aurait rétorqué ceci: mon général, trouvez des personnes pour assurer votre sécurité et vous m'enverrez la facture. Ça, c'est le général Bani qui me l'a dit. Mon cas à moi, c'est que, ne sachant pas que j'avais déjà déménagé de mon domicile, les jeunes qui pillaient les domiciles sont allés à mon domicile et ils ont interrogé la voisine qui leur a dit: on ne sait pas où il est parce qu'un matin, on s'est réveillé et on ne le voit plus dans le quartier. Il faut dire que j'avais été alerté par une amie qui, étant allée dans un salon de coiffure, a entendu les jeunes gens rechercher mon domicile. Et c'est elle qui m'a averti en me disant: Joël, les gens te recherchent, quitte ton domicile. Et je lui ai dit: ne t'en fais pas, je ne suis plus à ce domicile et l'endroit où je suis, il sera difficile de me retrouver. Monsieur Nguessan, pouvez-vous nous clarifier quand, vous avez dit au mois de février, mais quand au mois de février est-ce que vous avez quitté votre domicile? Dans la première semaine du mois de février. Et pourquoi est-ce que c'était durant la première semaine du mois de février que vous avez quitté votre domicile? Parce que je venais de finir les travaux de mon nouveau domicile. C'était dans un quartier où il n'y avait pratiquement pas d'eau ni d'électricité. Mais compte tenu des informations qui nous parvenaient sur les risques que nous encourons, j'ai préféré déménager avec ma famille en attendant d'avoir et l'eau et l'électricité dans le quartier. Alors, vous avez parlé un petit peu du pillage des maisons des opposants politiques. Est-ce que vous avez entendu ou vu les propos des autorités proches de la majorité présidentielle suite aux élections, que ce soit à la télévision ou à la radio, en ce qui concerne
les membres du RHDP et leur position? Je n'ai pas souvenance de les avoir entendus parler de notre position. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il n'était pas bon être un supporter de Alassane Ouattara, surtout après l'existence du bicéphalisme au niveau de l'État. Il y avait le président Alassane Ouattara qui a prêté serment au Golfe. Le président Gbagbo avait prêté serment au palais présidentiel. À partir de cet instant, ce n'était pas évident. Je me suis fait remettre une cassette audio d'un prêche d'un pasteur. Et dans ce prêche, le pasteur estimait que le président Ouattara était le prototype de diable devant les fidèles qui ont enregistré, ils sont venus me le donner. C'est vous dire que les mentalités étaient dans une forme de... Du moins, on était pratiquement tous prêts. Du moins, les gens étaient prêts à ce qu'il y ait un conflit. Je voudrais vous dire que d'un point de vue analyse des faits, Oui, Monsieur le Président, Maître Bouni. c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à écouter le témoin, mais malheureusement, nous ne sommes pas là pour écouter son analyse. Nous sommes là pour qu'il témoigne sur des faits. Bien malheureusement, j'aurais bien voulu entendre son analyse une autre fois, mais nous sommes là pour entendre son témoignage sur des faits. Et puis c'est tout, Monsieur le Président. I fully agree. Je suis absolument d'accord. No analysis, facts, please. Analyse, pas d'analyse, s'il vous plaît, des faits. Monsieur Nguessan, donc, suite aux élections et à la publication des résultats, quelle était la relation entre les opposants politiques du RHDP et les rebelles? le Premier ministre, M. Kibafori Guillaume, qui n'était plus rebelle, puisqu'il avait été nommé par le président Gbagbo, avec lequel il a eu l'accord politique de Ouaga, ce Premier ministre a rejeté ce qui s'apparentait à un hold-up électoral. Je précise que M. Soro Kibafori Guillaume, ancien responsable des Forces Nouvelles, a été nommé Premier ministre par le président Laurent Gbagbo. Donc la relation qu'on avait, c'est que la confiance était rompue entre le camp de ceux qui voulaient l'application effective des résultats et ceux dont l'attitude s'apparentait à un hold-up électoral. Très bien. J'aimerais vous montrer un enregistrement télévisé sur la RTI. C'est le CIV OTP 0026 0028, numéro 104 sur notre liste. Est-ce qu'on peut avoir la chaîne pour diffuser cette vidéo, s'il vous plaît? Pour les interprètes, la note sténographique est le CIV OTP 0063 2955. La portion que nous allons montrer commence à 1 h 4 minutes et 11 secondes
et dure un petit peu moins de 3 minutes. Voilà. Pour les interprètes, pardon, je vous donne la ligne, c'est page 14 à partir de la ligne 537. Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce que les interprètes sont prêts? Je ne vois pas d'ici. Oui? D'accord. Allons-y. Monsieur le ministre, une... We don't have the channel. We don't have the floor. Je pourrais avoir le contrôle, je vous prie? Monsieur le ministre, une question qui intéresse sans doute les téléspectateurs. Est-ce que le calme est revenu à l'heure actuelle? Oui, aujourd'hui sur Abidjan, le calme est revenu et comme disent les militaires, la situation est sous contrôle. À l'intérieur du pays également, la situation est revenue au calme. Et il faut signaler que les rebelles du RHDP ont décidé d'agresser nos forces de défense et de sécurité à Tiebissou, à Bangolo, à Zouaounien, à Dieukwé. Ils ont décidé de ne pas s'arrêter à une manifestation à Abidjan, mais ils ont décidé de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Je dois dire que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour faire barrière à cette imposture. Ok, monsieur le ministre, avant de vous quitter, de vous laisser partir, est-ce qu'il y a un appel à lancer aux populations? Oui, l'appel que je voudrais lancer aux populations, c'est d'abord de féliciter le peuple de Côte d'Ivoire, qui, dans sa grande majorité, s'est démarqué de cette imposture, qui, dans sa grande majorité, ne s'est pas associé à ces manifestations. Je voudrais donc féliciter les populations de Côte d'Ivoire et leur demander de garder leur sérénité, de garder leur calme et que les forces de défense et de sécurité s'attellent à protéger leur vie et leurs biens. Je demande donc à tous de rester calmes et de rester sereins. La Côte d'Ivoire ne va pas plier parce que la Côte d'Ivoire est un pays debout et nos forces de défense et de sécurité font leur travail, protègent les populations et leurs biens. Demain, il est prévu une autre manifestation, cette fois-ci sur la primature. Et quelles sont les dispositions qui doivent être prises? Mais j'espère que la sagesse va habiter nos amis du RHDP pour que ce qui s'est passé aujourd'hui leur serve de leçon. Parce que ces 20 personnes qui sont mortes, on aurait pu l'éviter. Et je crois que demain, il faut que la sagesse les habite, qu'ils reviennent à la raison et qu'ils évitent de faire encore un coup de force qui pourrait endeuiller davantage la Côte d'Ivoire. Nous ne le souhaitons pas. Les forces de défense et de sécurité ont fait preuve de maturité et de sang-froid. Ils vont continuer de le faire. Mais j'appelle ceux qui, dans ces tentatives de déstabilisation, ne veulent pas baisser les bras, de revenir à la raison. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Merci, monsieur le ministre. J'attends la fin de la traduction, monsieur Nguesson. Premier extrait sur À partir de ce soir, dans les communes
Le premier extrait sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est au début. Tout d'abord, est-ce que vous avez reconnu l'individu à l'écran? Monsieur Émile Guireleou. Et qui était-il à l'époque? Alors juste pour vous, pardon, je ne vous ai pas informé, la date qu'on a, c'est le 16 décembre 2010 pour cette entrevue. Qui était-il à cette époque? Ministre de l'Intérieur du président Laurent Gbagbo. D'accord. Alors au début, il dit il faut signaler que les rebelles du RHDP ont décidé d'agresser nos forces. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'utilisation du terme les rebelles du RHDP? Monsieur le Président, on demande aux témoins de commenter ce que le journaliste a dit, il n'en est pas l'auteur. On parle de moyen de commenter, on dit de poser des questions sur des faits, pas de faire des commentaires, monsieur. The witness is a member of the political party. Le témoin fait partie, interrompu par le président. Oui, mais il ne doit pas faire des observations au sujet de commentaires qu'il a entendus à la télévision. Nous l'avons vu, l'extrait. Nous sommes à même de comprendre tout à fait ce qui a été dit et d'interpréter ce qui a été dit. Pourquoi est-ce que nous devrions maintenant poser des questions à ce sujet? Je suis d'accord. Monsieur Demirjian, oui, mais si je ne pose pas de questions, l'impression qu'il vous restera, c'est ce qui vient d'être dit. Et le président, oui, mais pourquoi est-ce que ce témoin devrait nous donner un autre aspect, une autre impression? Pourquoi? Sur quoi vous basez-vous? Monsieur Demirjian, mais il fait partie de ce parti. Et il fait partie du RHDP. Président, écoutez, je pense que le mot serait peut-être tout à fait opportun pour faire la pause déjeuner. Nous nous retrouverons à 14h30.